Hey, on est avec Dentelle sur le vif! Yeah! Salut gang! Je vous l'avais dit que je trouverais des intervenants pour partager un Dentelle sur le vif pour parler de la réduction des méfaits. Je vous présente Simon. Salut gang, bien content d'être avec Dentelle, c'est un modèle pour moi, fait que ça me fait vraiment plaisir de participer à ça. Tu sais, Simon pis moi, là, c'est la meilleure preuve là, que des anciens tripeux de la rue là, ont pu s'en sortir un jour pis faire de quoi de plus dans notre vie. Ouais, absolument. Moi, j'étais un petit gars gêné, un petit peu moins, un peu plus introverti. Fait que vous avez deux modèles différents. Un gars plus tronche un peu, puis un gars plus flamboyant. Fait qu'on va essayer ça, Simon. On va parler un peu de la réduction des méfaits. Moi, je veux juste savoir ton point de vue à toi. C'est quoi pour toi la réduction des méfaits? Ben, tu fais bien de demander c'est quoi mon point de vue sur la réduction des méfaits, parce qu'il y a bien des théories là-dessus, puis il y a bien des interprétations. Moi, mon point de vue à moi, la réduction des méfaits, ben d'ailleurs le mot le dit. L'idée, c'est de minimiser les méfaits, les effets négatifs que la substance peut avoir dans la vie de quelqu'un. L'idée, c'est pas d'aller dans l'interdiction, puis dans l'abstinence, puis l'arrêt de consommation. La réduction des méfaits, il s'en fait pour toutes les substances, pour toutes les drogues. L'exemple qui est donné souvent, c'est Opération Nero, avec l'alcool. C'est-à-dire qu'ils disent pas de pas boire, mais un méfait de l'alcool, c'est prendre son char chaud ou sous. C'est dangereux. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'empêche pas le monde de boire, mais on s'organise pour que le danger de prendre le char sous n'existe plus. La petite belle écran. Bon, fait que moi, j'étais un consommateur intraveineuse. Fait que moi, l'idée, c'était pas de dire ne t'injecte pas, mais si tu veux t'injecter, voici comment faire pour minimiser les risques d'overdose, les risques d'infection des tissus mous, puis transfusion de maladie. Transfusion, échange de maladies, exactement. Et voilà, d'infection. Fait que pour moi, c'est ça, la réduction des méfaits, c'est une stratégie qui est non, je sais pas comment dire ça, qui est non stigmatisante. Puis qui part du principe que c'est pas vrai qu'un consommateur de drogue est nécessairement malheureux dans sa situation. Puis c'est juste une façon aussi d'aider les gens à minimiser les conséquences négatives de ce qui leur tente de faire. Oh, et tu sais, moi, je vous en donner un autre petit exemple de réduction des méfaits. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ma mère a fait, là. Mais tu sais, moi, quand j'avais 13 ans, là, je fumais déjà la cigarette, OK? Puis je fumais à cachette, puis je volais mes paquets de cigarettes dans les dépanneurs. Quand ma mère s'est aperçue de ça, là, elle dit, garde, je te donne pas la permission, là, mais je vais te payer ta canne de tabac, là, au moins tu vas arrêter de voler, puis tu vas arrêter de mentir. Voilà. Ça me met de la Très bon exemple, exactement. Moi, je vais aller à un exemple aussi que j'ai fait avec mon propre fils. Moi, avec mon fils, évidemment, ayant consommé beaucoup, puis ayant pas nécessairement eu une bonne expérience de l'attitude de mes parents à l'égard de la drogue. Ça a fait que je me suis isolé, que j'ai fui ma famille, que j'ai pas été ouvert du tout, je me confiais pas du tout parce que je savais que je serais pas accueilli. Mais mon fils, moi, à chaque fois qu'il a essayé une nouvelle drogue, il m'appelait, il me disait « Hey, père, il dit, ce soir, je me suis fait donner du speed, qu'est-ce que je fais? » Puis là, il savait très bien, moi, le speed, ça fait partie des drogues que j'ai le plus peur, étant donné les conséquences que ça peut avoir sur la santé mentale. Je dis pas que le speed rend nécessairement des problèmes de santé mentale, mais ça peut arriver. Puis étant donné que j'étais craintif par rapport à ça, ben, j'y ai fait une petite face, puis là, il dit « Ben là, père, si tu veux que j'en prenne pas, dis-moi là, j'en prendrai pas. » Je suis parti à rire, je dis « Ben, prends-en pas. » Mais, sauf que sachant très bien qu'il était loin, puis que, tu sais, il dirait peut-être ça, pas juste pour me rassurer, mais j'ai dit « Garde, si jamais tu décides d'en faire, là, t'es avec qui? » Là, il m'a dit il était avec sa blonde. Fait que je savais qu'il était pas tout seul. Ensuite de ça, il dit « Bon, t'en as jamais fait, on connaît jamais c'est quoi la force de la dope. » Fait que commence par en faire la moitié d'un comprimé pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis aussi, j'ai demandé qu'est-ce que tu fais demain matin. Parce que si tu travailles ou si tu as à conduire ton véhicule, whatever, le lendemain matin, viens de penser, puis reporte ton expérience à plus tard. Fait que c'est ça de la réduction des méfaits. C'est de ne pas empêcher la personne d'adopter le comportement qu'il souhaite adopter, mais d'enlever les conséquences, les dangers que ça peut apporter. J'avais fait la même affaire l'an dernier, mais là, il est rendu majeur, mon fils, là. Mais il a voulu essayer le LSD. La même affaire, tu sais, le LSD. Bon, ben, le LSD, on sait pas quelle quantité qu'il y a dans ton buvard. Fait que prends la moitié, puis si tu bosses bien ou tu trouves que c'est pas assez, prends l'autre moitié. Mais, tu sais, on y va en dosage, tu sais. Je trouve ça bon que tu parles de ton expérience avec ton fils. C'est pas évident de dealer avec ça dans les familles. C'est dur, puis je vous dis pas que j'ai pas peur, puis je vous dis pas qu'en dedans de moi, il y a pas le papa là, qui rêverait donc bien, qui expérimente pas.
mais je veux garder le lien avec mon fils. Puis le lien que j'ai avec mon fils est plus important que son abstinence ou, ou le fait qu'il prenne ou pas de la drogue. Ben oui. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup, moi, de cette distance-là que mes parents avaient avec la drogue, puis ça m'a fait beaucoup de peine. Puis c'est d'ailleurs, moi, c'est niaiseux, j'ai eu la chance que mes parents, ils ont été chercher de l'aide, ils ont été comprendre, puis ça leur a aidé à adopter un peu l'attitude. Ils n'ont jamais été aussi ouverts que moi, je le suis avec mon fils, mais ils ont grandi dans l'ouverture. Ça l'a beaucoup aidé à mon cheminement. Ah, si mes ex-femmes pourraient faire ça avec mon look, ça serait super. Moi, je vois même pas mes enfants parce qu'ils se barrent à le look que j'ai là, mais dans le fond, il y a un être humain en dessous de ça. Un grand être humain avec dentelle d'ailleurs. C'est pas un petit être humain qu'il y a là, c'est un grand homme, une grande femme. Ouais. Et là, je vais t'envoyer une petite question, je t'avais pas dit que je te poserais, mais j'aimerais ça avoir ton point de vue. Toi, quoi tu penses du centre d'injection supervisée là, qu'on attend depuis des années ici à Québec, là, puis ça bouge pas? Je fais partie des impatients. Je fais partie de ceux qui ont hâte que ça arrive. Moi, je trouve ça sauter ma reine, c'est déjà partout au Canada, là, en Ontario, à Vancouver, dans des petites villes, dans des toutes petites villes là, qu'on se douterait même pas, là, qu'il y a beaucoup moins d'habitants qu'à Québec. Des villes où il y a des évangéliques conservateurs, tabarouette, qui en ont un centre d'injection dans leur ville, tabarouette. Puis nous autres, à Québec, esprit, on chie dans nos culottes. Moi, ça me dépasse complètement. Moi, je n'ai parlé l'autre fois à l'antenne sur le bif, je leur ai dit, tu sais, moi, depuis que je travaille avec le point de repère, à cette heure, je passe des seringues, plein d'affaires de même, des pipes à crack. Ben ouais. Mais là, moi, le monde, ils sont pas nécessairement dans la rue, là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les pions, je vais dans les squats, puis je vais mener ça direct, puis tu sais. Mais je me mets à risque, pareil, là, parce que quand on rentre dans les pions, là, même, le monde sont gelés en tabarnak, là, c'est dangereux quelque part. C'est danger, effectivement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de la réduction de me fait pour nous autres aussi, les intervenants, là, Chris, parce que, tu sais, j'aurais crissement moins de risque que le monde irait nous voir au centre d'injection supervisé. Je ferais exactement le même job que je fais, sauf que je serais moins à risque. Tu marques un point solide, on se cachera pas, il y a des comportements, des fois, puis c'est pas les personnes qui sont mauvais, hein, on les côtoie, on les voit à jeun, puis on se serre dans nos bras, on se tape dans la main. Quand on est gelé, la paranoïa, parce que puis ça, c'est pas nécessairement juste la drogue, hein, c'est le contexte social qui crée la paranoïa. Là. Des fois, on dit c'est la drogue qui rend paranoïaque. Ouais, mais s'il y avait moins de gens qui jugeaient, vraiment qu'il y avait moins de paranoïa, moins d'agressivité, moins de violence, effectivement. Puis tu sais, l'autre fois, le monde, ils ont fait un saut sur Facebook, j'ai vu ça aller, on parlait de ça, de la réduction des méfaits, puis là, ils parlaient que l'Angleterre s'enligne pour légaliser toutes les drogues, comme ils ont fait en Pologne. Ouais. OK. Puis au Portugal aussi, ils ont fait ça. Ouais, puis c'est le Portugal, c'est ça. La décriminalisation, eux autres, pour commencer. Moi, je serais en faveur d'une légalisation, mais déjà, une décriminalisation, ce serait déjà bon. Le monde, il pense que la pelle va être ouverte, puis le monde, on se gelait à côté. C'est pas vrai, tout. C'est pas ça l'idée non plus. Non, on va briser les tabous, le monde va arrêter d'être isolé, puis de mourir tout seul dans le coin, tu sais. Ben, de toute façon, là, il y a en fait... il y a des données qui existent, puis regardez, je pense que je vais prendre 30 secondes, j'allais dans mon sac, j'ai un petit tableau qui vient avec un livre sur la toxicomanie. On l'a ici, là. Je vais vous montrer ça, c'est un beau tableau qui vient avec un livre, là. C'est un livre d'école, ça. C'est un livre qui donne pour la toxicomanie. Rapproche pas encore. OK, on va rapprocher. Regardez bien. Une capture d'écran là-dessus. Oui, exactement. Ici, on l'a ici, là. Risque d'abus et de pouvoir toxicoménager, mais les risques de dépendance, on le voit, là, pour l'alcool, il y a 15,4% des gens qui expérimentent l'alcool qui vont devenir dépendants. Donc, c'est pas vrai que tout le monde qui bourrant de l'alcool devient alcoolique. Pour l'héroïne, c'est la même chose. Il y a 23,1% des gens qui expérimentent l'héroïne qui deviennent... C'est pas tout le monde qui prend l'héroïne qui devient dépendant. Pour les amphétamines, 11,2%. Pour la cocaïne, 11,2% aussi. Donc, c'est pas vrai que tout le monde qui prend de la cocaïne tombe dans le bag. Pour ce qui est de la nicotine longue onde, on est à 31,9% des fumeurs qui vont tomber dedans. Pour le cannabis, c'est 9,1% des fumeurs qui vont devenir des gros poteux, comme on dit. Donc, puis pour le PCP, c'est 4,9%. C'est des données de science, ça. C'est des vraies données. Fait que j'espère qu'on a démystifié ça un petit peu avec vous autres. Hein? Oui, je te remercie d'avoir participé à l'antenne sur la ville. Yes. Puis demain, je vous enligne un autre capsule. J'ai un autre intervenant, comme je vous ai dit, puis on va parler encore de la réduction des méfaits. Lâchez-le pas. Avec Dentelle sur la vif.